bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et je remercie les organisateurs et en particulier Madame Chatagnon de m'avoir invité pour vous parler d'un sujet crucial qui occupe quasiment toute mon activité puisque c'est la prévention et la prise en charge des comportements défis. On va voir un petit peu après ce que c'est. Je voulais présenter notre équipe dans un premier temps. Je travaille dans une unité mobile dédiée aux personnes avec autisme à l'âge adulte et nous intervenons sur la région PACA. Donc nous avons été créés en 2014 et notre mission principale c'était le diagnostic donc, du trouble du spectre autistique, principalement en ESMS. Nous avons rajouté aussi l'activité de diagnostic des personnes sans déficience et donc nous recevons toutes les personnes qui le désirent du moment qu'elles résident en région PACA. Et puis nous avons un petit peu diversifié nos activités depuis 2014 et aujourd'hui, pour résumer, on fait toujours du diagnostic, on fait aussi de l'orientation pour les lieux de vie et l'orientation professionnelle pour les personnes qui le peuvent et qui le souhaitent, et aussi on a quelques suivis thérapeutiques dans la région du Grand Marseille. Et là aussi, c'est principalement en ESMS puisque c'est les cas dits complexes. Et la plupart du temps, il y a des comportements défis. Donc notre équipe mobile est composée de 4 psychologues avec 4 masters différents, neuropsy, psychoclinique, psycho du développement et même une psychologue du travail. Il y a 2 infirmiers, une psychomotricienne, une assistante sociale, une secrétaire et moi qui suis psychiatre. Alors la vision théorique que je voulais vous transmettre, notre vision, c'est que c'était assez difficile finalement de fixer un cadre psychopathologique pour les personnes qui sont accueillies en femmes et en masse. Des fois, il y a du polyhandicap, mais c'est pas suffisant. Des fois, il y a du handicap psychique, mais c'est pas non plus suffisant pour le définir. Des fois, on diagnostique un trouble du spectre autistique, mais des fois, il n'y a pas que ça. Alors, là, le point commun, c'est la déficience intellectuelle. Elle est la plupart du temps modérée à sévère. Mais il y a aussi des comorbidités sensorielles, des comorbidités psychiatriques, et puis des fois, du coup, une combinaison de plusieurs handicaps. Et dans d'autres pays, je crois qu'ils appellent ça double diagnostic, notamment en Belgique. Mais c'est vrai qu'en France, et notamment pendant les études de médecine, on n'est pas beaucoup sensibilisé à ça. Et puis, nombre sont de constater que pendant la formation initiale des différents professionnels, là aussi, c'est pas un découpage psychopathologique qui est décrit comme ça. Donc aujourd'hui, il y a un courant qui tend à émerger. C'est la définition, c'est la compréhension finalement sous la forme de troubles du développement. C'est une grande catégorie qui recense beaucoup de formes syndromiques et j'ai trouvé une définition qui est que le trouble du neurodéveloppement, ça regroupe l'ensemble des anomalies de structure ou de fonctionnement cérébral survenant sur un cerveau en développement et donc dès la petite enfance. Et ça peut être responsable de difficultés ou de déficiences à l'exécution d'une tâche. Et ça, finalement, c'est un peu le début de la définition de la déficience intellectuelle aussi. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment les troubles du neurodéveloppement sévères, avec une forte incapacité et un fort handicap, et qui entraînent des spécificités de la communication. Et donc, de ces spécificités de communication vient des difficultés de compréhension et donc ce que j'appelle la dyscommunication. C'est pour ça qu'on a intitulé la conférence que c'était des comportements défis chez les personnes dyscommunicantes, puisque c'était un petit peu la meilleure manière de cibler un groupe hétérogène de personnes en disant le point commun, ça va être la dyscommunication. C'est quand l'usager, le résident ou la personne n'arrive pas à exprimer son besoin ou à expliquer ce qu'elle veut, on ne peut pas la comprendre et donc on ne peut pas l'apporter et donc il en résulte des comportements gênants. Alors, le terme comportement défi, il vient de Challenging Behavior, qui regroupe des comportements qui rendent l'intégration sociale difficile, qui empêchent les temps d'apprentissage, qui peuvent constituer un danger pour la personne ou pour autrui,
et qui peuvent s'aggraver si on ne fait rien. Le comportement défi, il faut bien cadrer les choses, c'est soit l'apparition d'un nouveau comportement, soit c'est l'exacerbation d'un comportement existant. Il y a une notion de rupture avec l'état antérieur. Si on prend le cas de quelqu'un qui crie, ou quelqu'un qui a un pica, ou quelqu'un qui a tendance à être adhésif, mais que c'est dans sa nature, il a toujours été comme ça, ou il est comme ça depuis très longtemps, et que le comportement reste constant, je ne pense pas que ce que je vais vous dire après, ça va pouvoir aider. Pour moi, ça ne rentrera pas dans le comportement défi. Le comportement défi, il est aussi un petit peu subjectif, puisque ça dépend du niveau de tolérance. Donc, si on a un comportement ici, en termes d'intensité, et qu'on a une tolérance institutionnelle ici, on n'a peut-être pas de comportement défi, on n'a pas la sensation que c'en est un. Mais si un jour la tolérance baisse, parce qu'il y a un problème institutionnel, parce que tout le monde est fatigué, parce qu'il y a des absents, il y a des accidents du travail, peut-être que c'est la baisse de tolérance qui va mettre à jour le comportement défi, mais peut-être que le comportement défi ne sera pas forcément, les critères ne sont pas forcément remplis. Et peut-être que la personne se comporte grosso modo toujours comme d'habitude. Voilà. Donc ça, c'est à questionner. C'est une part subjective. De toute façon, on est dans le champ humain, et donc évidemment que la part subjective existe. Alors, il y a quand même des facteurs de risque pour les comportements défi. La période sensible, c'est 15-35 ans, 25, mais bon, ça peut aller jusqu'à 35. C'est plutôt des hommes. C'est souvent associé à une déficience intellectuelle modérée à sévère. Et c'est quand il y a des difficultés à se faire comprendre. Comme je vous ai dit, le problème de discommunication est central. Et la vie en institution. Voilà, c'est Eric Willet qui en parle dans ses ouvrages. Et je pense que c'est un bon résumé des facteurs de risque. Alors finalement, pour prévenir ça, moi je vous propose de penser une checklist, un peu comme au démarrage des avions. Quand il y a des troubles du comportement et que ça perturbe fortement l'institution, que les professionnels sont soit remontés, soit démunis, que les autres résidents, du coup, modifient eux aussi leur comportement en cascade. Des fois, on n'arrive plus à penser, ou des fois, tout se mélange, et des fois, on est stressé. Et donc, la checklist, elle permet de poser un peu sa pensée et d'être un petit peu systématique et de pouvoir dégager pour chaque cause des pistes. Et ensuite, on va faire la liste des pistes et ensuite, on va essayer de suivre les pistes une par une et normalement, on devrait arriver à la piste qui était la bonne et ça devrait s'améliorer. Donc, c'est important de voir ces causes pourvoyeuses dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'en premier, c'est les causes somatiques. En deuxième, c'est toutes les causes psychiques, où dedans il y a psychiatrique, psychologique et médicamenteuses, les psychotropes. Les causes liées à la sexualité, les causes environnementales et plus particulièrement sensorielles, les causes relationnelles, tout ce qui est humain et interactionnel, et les causes liées aux compétences et au comportement. Et ça, c'est toute l'analyse fonctionnelle du comportement. Mais souvent, on vous parle où il y a des ouvrages sur l'analyse du comportement, mais on arrive directement au point 6 et on passe brièvement sur les autres points. Donc, si vous voulez, au point de vue somatique, moi je vous propose la méthode du scanner, c'est-à-dire on part de la tête et on va vers les pieds. Il peut y avoir des céphalées. On peut tous avoir mal à la tête, avoir une mauvaise journée, avoir mal dormi, avoir ronflé, que sais-je. Et quand on a mal à la tête, il y a des personnes qui le supportent plus ou moins, sauf que c'est, pour certains, difficile à exprimer, difficile à pointer, et même des fois difficile à détecter. Moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas être bien et de me rendre compte, peut-être parce que j'étais concentré sur autre chose, qu'en fait, j'avais mal à la tête. Et donc... la céphalée et même la migraine, l'état migraineux, il n'y a pas de raison que ça épargne les personnes qui vivent en institution, d'autant plus que c'est un milieu bruyant. Alors, il y a le classique, toute la sphère ORL, otite, odontopathie. Odontopathie, il faut penser aux dents, ça maintenant grâce à Handident et grâce au suivi dentaire, on y arrive, mais il y a aussi les gencives, et ça on y pense moins, et ça se teste. Un dentiste sait le faire.
La gastrite, quelque chose d'extrêmement répandu. C'est pas pour rien que il y a une surconsommation d'inhibiteurs de la pompe à protons, Inexium, tout le reste en France, et qu'il y a des alertes des autorités de santé. C'est que ça fait souvent mal au ventre et qu'on a tendance à consommer de l'Inexium. Mais si on ne sait pas dire qu'on a mal au ventre ou qu'on ne l'exprime pas correctement, on garde sa douleur et on peut devenir tendu. Les lombalgies, sans pas besoin d'avoir un âge avancé pour commencer à avoir mal au dos. Mon chouchou, mon préféré, c'est la colique néphrétique. Alors, je voulais vous demander, dans la salle, on est presque 700, s'il y a des gens qui ont eu des coliques néphrétiques. Vous savez, c'est les calculs rénaux qui font mal, qui font très très mal. Il y en a pas mal, il y a pas mal de gens. Et maintenant, je voulais savoir si dans vos foyers, parmi les résidents que vous connaissez, est-ce que vous connaissez des gens qui font des coliques néphrétiques? Alors, il y a beaucoup moins de mains. Et voilà, et ça, c'est ce qui est assez effrayant. C'est-à-dire que là, vous êtes 700, mais vous représentez à vous tous, en termes de résidents, sûrement beaucoup plus que 700. Et moi, j'aurais attendu, la probabilité qu'il y ait au moins une personne dans chaque foyer, elle est quand même assez élevée, sachant que c'est une pathologie qui est très répandue. Ça veut dire que quelque part, à tout moment, il y a sûrement plusieurs personnes qui font des coliques néphrétiques, plusieurs résidents qui font des coliques néphrétiques, et qui ne le mentionnent pas, évidemment, puisqu'ils ne parlent pas. Et à qui peut-être on met un traitement sédatif ou qu'on envoie en psychiatrie parce qu'ils ont tapé ou parce qu'ils déambulent ou parce qu'ils ne sont pas bien. Voilà. Donc la colique néphrétique, c'est facile. Il faut faire une bandelette urinaire s'il y a du sang et que du sang. On peut faire une échographie et si on voit un obstacle sur la voie urinaire, c'est gagné. Et on donne des anti-inflammatoires et des antalgiques et après on fait attention de bien hydrater et normalement ça ne revient plus sauf s'il y a une maladie lithiasique. Mais bon, ça se bilante. Bon, je passe sur la constipation, les infections urinaires qui sont bien connues, pour mettre le focus sur tout ce qui est gynécologique chez la femme, les règles qui peuvent être douloureuses, les règles qui peuvent modifier à elles-mêmes le comportement, les fibromes, mais d'habitude qui saignent, alors ça donne des indices, et l'endométriose qui ne se fait pas forcément saigner, mais qui est pourvoyeur de grandes douleurs. Donc là aussi, je suis pas gynécologue, mais je conseille souvent de faire passer des consultes, faire un suivi gynécologique chez les femmes qui ont des troubles du comportement. Et c'est malheureusement, je constate que des fois, leur première consultation, c'est à 25 ans. Voilà, pour ma consultation de toute leur vie. Donc c'est dommage. Et puis les pieds douloureux, l'importance de la... Alors évidemment, il y a tout le système... Il n'y a pas mon pointeur. Tout l'appareil locomoteur, mais les pieds qui peuvent être particulièrement douloureux, soit avec les ongles, soit avec la voûte plantaire. Donc finalement, que faire en cas de comportement défi? Proposer un examen pédiatrique par un médecin généraliste. Quand je dis pédiatrique, on fait comme pour les enfants qui ne parlent pas. On les regarde du haut du scalp jusqu'à la pointe des pieds, entre les orteils, en passant par les oreilles, l'otoscope, la bouche, tout ça. Pédiatrique sans rien leur demander, puisque de toute façon, ils ne nous diront pas. Et on a aussi des signes indirects de la douleur, comme les constantes, pouls, tension artérielle. Quand on a très très mal, on a une tension artérielle élevée. Et on peut avoir une tachycardie. Il y a des grilles qui sont gratuites, qui sont disponibles sur Internet, via Google. Vous tapez JEDDI ou ESDDA, je vous les montrerai après. L'ABU, c'est un examen très facile à faire, qui coûte pas cher et qui peut rapporter gros. Si vous sauvez quelqu'un d'une colique néphrétique, vous abrégez ses souffrances, mais dans le bon sens du terme. Le bilan sanguin, bon, ça qui est quand même souvent fait. Les consultes gynécologiques, j'en ai parlé, et les consultes urologiques chez l'homme, c'est autorisé aussi. Il peut y avoir des inconforts au niveau urinaire, avec la prostate, les appareils génitaux externes et testicules, ça peut faire mal. Il peut y avoir des épididymites ou que sais-je. Et ce que je vous propose, c'est que finalement, quand il y a un problème de comportement, une modification du comportement, on peut avant toute chose faire donc cet examen pédiatrique et un test au paracétamol et à l'Inexium.
Il faut le faire pendant 15 jours, parce qu'il y a des manifestations comportementales qui sont décalées dans le temps. C'est-à-dire que la personne peut être soulagée, mais continuer son comportement plusieurs jours. Et aussi, quand c'est pour un problème d'estomac, l'effet de l'inexium peut mettre un petit peu de temps aussi. Donc, ça, c'est assez peu toxique ce protocole-là, et ça peut apaiser grandement. Alors, la grille JEDI, c'est celle-ci. Elle se cote à 2, si possible à 2 personnes qui sont non douloureuses, puisque ça modifie l'objectivité. On en fait un test, on fait un premier passage, normalement pour tous les résidents, quand ils sont dans un état non douloureux, ce qui nous donne un score de référence. Et ensuite, le jour où le comportement est modifié, on peut repasser la grille et regarder si le score s'est écarté du score de référence. Un peu plus simple, il y a la ESDDA, qui a aussi une dimension de récurrence, puisque vous voyez qu'il y a plusieurs colonnes, et donc on peut le faire à plusieurs heures ou plusieurs jours, et pour regarder s'il y a des fluctuations dans le temps. Bon, je passe vite parce que le temps file. Les problématiques psychiatriques, c'est le point 2. C'est évidemment un point très important, puisque les personnes avec un trouble du neurodéveloppement sont sujettes aux comorbidités. Il faut penser à la dépression, c'est très important. Il faut penser aux troubles anxieux. Un traitement antidépresseur, sur une dépression, ça fonctionne. Et donc, ne pas hésiter. C'est relativement peu toxique également. Mais on peut, au niveau médicamenteux, c'est intéressant de questionner l'ordonnance, d'essayer de l'alléger au maximum. Il y a aussi des troubles du comportement qui sont à cause de surdosage. Le problème chez les personnes qui sont un peu difficiles à appréhender, à accompagner, c'est qu'on leur donne des sédatifs et puis ils vont mieux. Du coup, on laisse les sédatifs et puis 3 mois plus tard, il y a un petit problème, donc on remonte les sédatifs pour apaiser, mais du coup, on les laisse et ainsi de suite, et c'est l'escalier. Ce qu'il faudrait faire, c'est mettre des si-besoins pour donner le si-besoin quand il faut, mais que ça redescende ensuite à 0 quand c'est pas donné. Le si-besoin, il est très intéressant, puisqu'en plus, on peut le tracer. Et donc, ça nous donne aussi un état, un reflet de l'état sur la semaine, puisque il n'y a pas toujours les mêmes personnels. Et donc, on peut se dire aussi, tiens, on a une surveillance comportementale avec les si-besoins. Le si-besoin, il a été donné tous les jours, 3 fois par jour. C'est pas pareil que quand il a été donné 1 jour sur 2. On peut se dire, on a beau, notre subjectivité nous fait dire des fois, non, il est pareil que d'habitude, sauf que, comme par hasard, tiens, c'est bizarre, le si-besoin, il a été donné 3 fois moins que la semaine dernière. Donc, il y a peut-être une vérité quelque part. Voilà. Il peut y avoir aussi des mauvaises tolérances, du sous-dosage, et puis des processus plutôt psychologiques. Alors, vous avez vu que les facteurs de risque, c'était 15-35 ans. C'est bizarrement aussi l'âge où les personnes font leur crise d'adolescence, des fois un petit peu décalé dans le temps, des fois plus autour de la vingtaine. Et tous ces processus de séparation, de transition, de changement de statut, ça impacte aussi les personnes avec un trouble du neurodéveloppement. Il y a aussi des pathologies psychologiques qui sont non adolescentes, non autistiques, qui sont aussi des traits de caractère, des traits de personnalité. Et ça, il faut en tenir compte, et ça, c'est pas forcément modifiable. Et donc, c'est à nous aussi de le tolérer. Et puis enfin, moi, il y a quelque chose qui me questionne, c'est la dimension de l'attachement, puisque quand on regarde le parcours de certaines personnes, elles ont été placées en IME très tôt, des fois sans beaucoup de visites des parents, et puis des fois elles ont été exclues de l'IME, retour chez les parents, et puis baladées de plusieurs IME, et à l'âge adulte, la transition ne s'est pas faite puisqu'on n'a pas trouvé de foyer pour adultes, donc il est allé un petit peu à l'hôpital, un petit peu en séjour de vacances, un petit peu chez les parents, et ça, moi, ça me fait penser aux enfants qui sont placés, aux enfants de l'aide sociale à l'enfance, qui sont placés de foyer en foyer. Et on connaît les répercussions que ça fait dans le comportement et dans le caractère de ces personnes. On peut s'imaginer, c'est pas difficile de s'imaginer qu'il y a certainement quelques personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement, qui sont dyscommunicantes, qui ne disent pas leur souffrance d'avoir été baladées, mais
qui ont quand même ressenti tout ça, qui ont quand même vécu tout ça, et donc chez qui ça a engendré les mêmes conséquences. Le point 3, c'est la sexualité. Il faut questionner la connaissance de soi, la connaissance du corps, le fonctionnement du corps chez des personnes qui ont des fois des schémas corporels ou une adresse ou une représentation corporelle qui est un petit peu décalée. Et c'est important de questionner l'efficience de la masturbation, la compétence masturbation chez les hommes et surtout chez les femmes. Souvent, moi je trouve dans les foyers où je vais que le sujet n'est pas tabou, qu'on peut en parler, mais par contre que les gens sont relativement démunis. Ils disent oui, on voit que, mais on ne sait pas quoi faire. Alors, il existe des spécialistes, des sexologues spécialistes des personnes handicapées. Il en existe en région PACA, j'imagine qu'il en existe ailleurs. C'est des personnes qui peuvent faire des groupes de sexos avec des personnes dyscommunicantes. Ça se passe très bien. La plupart du temps, j'ai discuté avec certains sexologues, mais il y a aussi des outils pédagogiques, et notamment sur le site c'est un site belge qui s'appelle PIPSA, pipsa.de, et notamment, moi, j'aime bien citer la mallette des femmes et des hommes. Alors, c'est une mallette où il y a beaucoup de documents, des planches, des séquences vidéo, pour expliquer les différentes dimensions de la sexualité, de l'affectivité. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il y a les sentiments affectifs et les sollicitations d'ordre sexuel qui, des fois, sont inadaptées ou des fois sont masquées. C'est-à-dire, il peut y avoir des sollicitations décalées, par exemple, taper, par exemple, tirer les cheveux. C'est peut-être une sollicitation d'ordre sexuel qui est inadaptée. Voilà. C'est à questionner. Au niveau environnemental et sensoriel, c'est quelque chose qu'il faut questionner. Alors c'est vrai que les contraintes administratives pour la construction, pour les règles, les normes des foyers masse-femme sont contraignantes et nous empêchent des fois de créer des lieux chaleureux, mais il y a aussi des contingences à prendre en compte au niveau sensoriel, au niveau par exemple de l'écho, des problèmes de résonance qu'il peut y avoir dans les lieux comme le réfectoire, dans les couloirs, le côté déambulation, personnes qui bougent, ça peut aussi provoquer une irritation chez certaines personnes hypersensibles au niveau visuel. Donc pour ça, il y a des bilans sensoriels que vous connaissez sûrement, le profil de Bogdachina, le profil de Dune. Il y a aussi un profil spécifique pour les autistes adultes qui s'appelle l'ESA, E-S-A-A, qui est libre de droit sur Internet. On peut trouver la thèse dont il est issu. Et donc, voilà, à questionner aussi l'environnement. Est-il trop pauvre? Est-il trop riche? Dans l'autisme, et donc, quand il y a des traits autistiques, c'est vrai qu'on aime bien épurer les choses, faire des choses les plus carrées, les plus simples possibles. Les sorties, est-ce que la personne sort suffisamment? Est-ce qu'on lui propose d'activité physique? Et est-ce que ce qu'on lui propose ou ce qui l'entoure correspond à un attrait ou à une aversion? C'est-à-dire il faut connaître le profil de la personne pour savoir s'il y a dedans des aversions. C'est important aussi de structurer le lieu de vie au niveau quotidien avec une personne référente, au niveau de l'emploi du temps, la planification et dans la structuration de l'espace. Ça, je pense que vous connaissez. Au niveau interpersonnel, la dynamique interpersonnelle, il y a, moi j'ai identifié donc quatre acteurs, hein, les résidents. Il peut y avoir des affinités ou des inimitiés entre les résidents, et ça c'est à prendre en compte dans les troubles du comportement. Chez les soignants, là aussi, il peut y avoir des fois des différences de prise en charge, des différences dans la manière de répondre. Et là aussi, c'est très important qu'il y ait une homogénéité des conduites. Il faut se mettre d'accord en réunion quand on fait des projets et tous faire pareil. On est dans la même équipe et on doit tous répondre la même chose quand il y a une sollicitation, par exemple, un peu excessive. Il faut répondre de manière homogène, sinon ça perturbe la personne et ça va provoquer
ça peut être à l'origine d'un maintien ou d'une aggravation du comportement. Et puis au niveau de la famille, c'est un peu la même chose. Il faut faire attention, il faut bien questionner la famille. Quand il y a des parents qui sont séparés, qu'il y a un week-end chez l'un, un week-end chez l'autre, bien voir si les règles sont les mêmes, si les conduites sont les mêmes, si les réponses au comportement des filles sont les mêmes, puisque là aussi, il peut y avoir des facteurs de maintien. Voilà. Et tout ça, ça doit discuter. Alors après, on peut questionner le cahier de liaison, ou on peut questionner des réunions régulières, mais c'est important qu'il y ait des échanges entre ces trois pôles. Et puis au milieu, enfin tout autour, le cadre bleu, c'est le cadre institutionnel. Je pense que dans la dynamique interpersonnelle, le cadre de l'institution, ça joue, et l'institution, c'est tout le monde. Et quand il y a une bonne ambiance, et quand il y a une espèce de concorde, on voit que les comportements sont plus facilement régulables. Et évidemment, quand il y a un problème institutionnel, c'est là que le risque de passage à l'acte augmente. Et donc le point 6, qui est le point finalement le plus compliqué, c'est sans fin. L'analyse comportementale, l'analyse fonctionnelle, c'est très 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 difficile, et c'est pour ça que je vous ai proposé de voir les points avant qui sont finalement simples. Vous faites une bandelette urinaire, c'est fini. Vous avez trouvé. Vous donnez d'Inexium, voilà, il avait mal à l'estomac. Il y avait trop de traitements, il était confus, en ABC, ça va mieux. Mais le comportement, là, par contre, c'est très difficile. Ça demande beaucoup de temps d'observation, beaucoup de discussions, des tests. Quand on va tester quelque chose au niveau comportemental, on va dire il faut arrêter de lui donner le choix, ou il faut arrêter de parler d'un certain mot ou d'une certaine notion. Voilà. Ça, pour que ça soit appliqué au niveau institutionnel, c'est très compliqué. C'est pour ça que moi, je le dis en dernier. Il faudrait passer la checklist en priorité, les 5 points avant. Ça n'empêche que, évidemment, beaucoup de réponses se trouvent dans ce dernier point. Il y a souvent, le comportement des filles, il est à l'origine d'un défaut de communication. Des fois, les personnes ne savent pas pointer. Des fois, la personne ne savent pas reconnaître les émotions. Ça peut se prendre en charge. Ça peut se rééduquer. Voilà. Ça prend du temps, mais c'est possible. Il peut y avoir la notion de frustration. Donc, dans le comportement, le fait d'obtenir quelque chose, on a les causes motivationnelles, obtenir quelque chose, éviter une contrainte. Dans ce qu'on peut vouloir obtenir, c'est soit de l'attention souvent de l'aidant, l'autostimulation, ou obtenir un échappement, obtenir un loisir, obtenir quelque chose qui change, ou alors obtenir quelque chose de tangible comme de la nourriture. Voilà. Donc pour ça, il y a une grille. Il existe beaucoup de grilles, mais moi je voulais vous parler de celle-là parce qu'elle est assez simple et elle est en français. Donc c'est la MASS, Motivation Assessment Scale, où on va pouvoir, en la cotant, trouver finalement les ficelles qui régissent un petit peu le comportement. Est-ce que c'est pour obtenir certaines choses ou éviter certaines choses? Alors, l'analyse fonctionnelle, moi ma référence c'était c'est le bouquin d'Éric Villet et Ghislain Magerotte. Et il parle très très précisément, et bien mieux que ce que je peux le faire, de cet outil pour les comportements des filles, mais il a un côté un peu moins médical, et donc c'est pour ça que je vous ai parlé du point somatique, du point psychiatrique, de la sexualité et des problématiques sensorielles et relationnelles. Voilà, donc on a presque fini. Je voulais maintenant vous amener à vous questionner, dans vos foyers, avec vos résidents. Est-ce que vous faites des évaluations diagnostiques? Est-ce que vous faites évaluer au plan diagnostique, au plan psychiatrique les personnes? Est-ce que des fois, est-ce que vous savez faire recours aux centres de référence nationaux? Puisque quand il y a un syndrome identifié, trisomie 21 on connaît, mais Prader-Willi, Smith-Magenis, il y a des centres de référence nationaux pour des syndromes génétiques. Est-ce que vous avez un accompagnement à la sexualité? Est-ce que vous faites des analyses fonctionnelles du comportement? Est-ce que les médecins, le médecin suit le programme de formation? Est-ce que votre psychiatre du foyer
suit un programme de formation dédié. Est-ce qu'il existe des programmes de formation? Voilà. Tout un tas de questions. Peut-être on va avoir 5 minutes pour en parler. Des points, si vous voulez prendre la photo, donc pour les ressources externes, eh ben, il y a des centres nationaux pour les handicaps rares. Le principe du handicap rare, c'est quand il y a une coexistence de deux handicaps, de au moins deux handicaps qui sont peu fréquents. Par exemple, vous avez l'autisme, c'est 1%, bon, c'est plutôt peu fréquent. La surdité, je ne sais pas, mais c'est plutôt pas fréquent aussi. Mais s'il y a autisme et surdité, là, on est sur du handicap rare, vous voyez. Donc, pour en France, il y a 5 centres. Et vous les trouverez donc sur ce site-là. Et par exemple, moi, il y en avait 2 dont je voulais vous parler. C'est le CRESAM qui s'occupe de la surdicécité, donc c'est quand il y a à la fois surdité et cécité. Et le FARES, c'est F-A-H-R-E-S, c'est quand il y a déficience intellectuelle et épilepsie résistante. Vous voyez, là, on est sur 2 problématiques difficiles. Et donc ces centres-là ont une expertise du coup nationale et répondent voilà, à toutes les demandes qui proviennent du territoire. Le CRESAM peut même se déplacer pour venir évaluer la personne. Ensuite, il y a le site Déficience qui parle beaucoup des troubles du neurodéveloppement et qui est une bonne source où on peut piocher des articles, des colloques, des formations. Les centres HandiConsult qui s'ouvrent en France de plus en plus, et l'EPS Barthélemy Durand, région parisienne, avec le docteur Saravan qui est très connu, et qui lui aussi peut, si vraiment vous avez un cas très compliqué, recevoir en hôpital de jour la personne, je pense au niveau national. Après, ça s'organise évidemment, mais vous pouvez demander. Les CRA régionaux, centres ressources autisme, qui ont la mission de recenser un petit peu les dispositifs existants pour les personnes handicapées et en cas de troubles du comportement. Les équipes mobiles. En fait, les équipes mobiles comme la mienne, il en existe 37 actuellement en France, et puis ils s'en ouvrent tous les ans. La plupart du temps, elles sont départementales. La plupart du temps, elles font pas forcément du diagnostic de l'autisme, mais elles font de l'accompagnement et du conseil et de l'orientation en cas de situation difficile. Et puis il existe certains centres hospitaliers où il y a des services hospitaliers dédiés pour les personnes avec handicap psychique. Et là, c'est important de se rapprocher d'eux, puisque la psychiatrie est quand même la mieux placée pour faire une fenêtre thérapeutique, donner un avis au niveau psychotrope, essayer de faire respecter les bonnes pratiques de prescription. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous ai donné mes coordonnées si vous avez des questions, si vous voulez me contacter.